Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être présents aujourd'hui. L'actualité du droit de l'urbanisme a été marquée ces derniers mois, entre autres par la loi climat. On entend beaucoup de choses à son sujet et ce webinaire est donc l'occasion de faire le point sur les changements de la loi climat en droit de l'urbanisme, mais également sur les décisions importantes de jurisprudence rendues ces tout derniers mois. Donc, comme vous en avez l'habitude, il sera animé par Anthony Bichelonne, avocat associé chez Racine Avocat. Je l'en remercie vivement. Tout au long de la présentation, vous pouvez poser des questions selon la procédure qui est indiquée à l'écran. Voilà, et bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter un bon webinaire et à passer la parole à Anthony Bichelonne. Oui, bonjour à tous et merci d'être de nouveau présents à ce webinaire portant sur l'actualité du droit de l'urbanisme. J'ai mis voilà, ma caméra, donc vous devriez me voir apparaître également à l'écran. Donc ce webinaire, comme on vient de vous le rappeler, en fait, va porter sur l'actualité du droit de l'urbanisme ces derniers mois, et notamment avec cette actualité brûlante qui est celle de la loi climat qui a été approuvée durant l'été. On avait ensemble rapidement évoqué lors d'un dernier webinaire le projet de loi. Donc maintenant, on a le texte de loi qui a été approuvé et qui entre en vigueur. Donc bien évidemment, que nous en ferons son analyse du point de vue de l'urbanisme, parce que la loi climat brosse tout le panel du droit. C'est une loi extrêmement dense. Donc nous verrons ici l'impact sur le droit d'urbanisme. On verra également les grandes décisions, enfin du moins les décisions jurisprudentielles importantes qui peuvent vous impacter, vous, dans votre vie de tous les jours et votre vie professionnelle, cette liste n'étant pas exhaustive. Donc, on va rentrer directement dans le sujet. Donc, une demi-heure, effectivement, pour une demi-heure, 40 minutes pour parler de cette actualité. Et derrière, vous aurez la possibilité, via le mécanisme de chat, de poser vos questions auxquelles je répondrai bien volontiers sur tous les domaines du droit de l'urbanisme, dans la mesure où je suis en mesure de vous y répondre. Voilà, donc première actualité législative, c'est cette fameuse loi du 22 août 2021 intitulée « Lutte contre dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». Avec un premier sondage, et je repasserai la main à Christophe pour lancer le sondage. Avez-vous déjà entendu parler de l'objectif ZAN, Z-A-N? Donc, petit sondage à ce sujet. Voilà, donc chères participantes et participants, ce sondage va rester affiché une trentaine de secondes, le temps que nous recueillons un nombre suffisamment important de réponses, et nous partagerons ensuite, avec l'aide d'Anthony Bichelonne, les résultats. Voilà, alors encore un petit effort, on va atteindre assez rapidement le quorum souhaité. Allez, quelques participantes encore pour voter. Voilà, je vais clore ce premier sondage dans 10 secondes. Voilà, si vous avez l'opportunité, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de nous donner votre réponse. Voilà, je vais clôturer ce sondage et désormais partager les résultats. Voilà, que vous devez voir, Anthony, s'afficher à l'écran. Hop là, alors je ne les vois pas, moi, les résultats pour ma part. Alors, je vais vous les partager dans notre groupe. Voilà, donc immédiatement, vous allez en prendre connaissance et j'anticiperai les résultats pour les prochains sondages. Voilà, vous me dites quand vous les voyez sur... L'objectif, donc effectivement, vous êtes 58% à dire ne pas avoir entendu parler de ce fameux objectif. Et cet objectif est annoncé dans la fameuse loi climat dont on va brosser les grandes lignes à l'instant. Donc, ZAN, 3 lettres qui signifient zéro artificialisation nette. Pourquoi il faut le retenir? Parce que vous allez en entendre parler jusqu'à 2050, parce qu'il y a un objectif très ambitieux qui vient d'être fixé par le législateur. Alors, vous inquiétez pas, il n'est pas seulement français, c'est un objectif européen. L'Union européenne a demandé à tous les États de faire le même effort. Donc, on a jusqu'à 2050
pour pour atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette des sols. Donc on verra ce que veut dire précisément cette notion d'artificialisation nette. En tout cas, vous comprenez le principe. Le principe, c'est que d'ici 2050, on n'aura plus le droit de consommer du foncier qui est vierge de toute construction. Pour parvenir à cet objectif, la loi raisonne en période de 10 ans qui commence à compter, cette période de 10 ans, à compter de la promulgation de cette loi. Donc là, il est demandé quoi? Il est demandé à tous les auteurs des documents d'urbanisme, à la fois les SCOT et à la fois les PLU, de bien vouloir procéder à une modification de leurs documents d'urbanisme afin de réduire déjà par 2 la consommation de foncier dans les 10 prochaines années. Et on va dire que la consommation de référence étant la consommation qui vient d'avoir été consommée les 10 dernières années. Donc on va regarder chacun à l'échelle des PLU et des SCOT, vous allez regarder ce qui a été consommé les 10 dernières années, et il va falloir que pour les 10 prochaines années à compter de la promulgation de la loi, vous divisiez par 2 le nombre de terrains artificialisés. Et ce, jusqu'en 2050, où on aura atteint normalement cet objectif de zéro artificialisation nette des sols. Donc, le principe, il est clair. Comment on va y parvenir? Eh bien, tout simplement, on va privilégier la densification et la réutilisation des espaces d'ores et déjà urbanisés au détriment des espaces aujourd'hui toujours libres de toute artificialisation par l'homme. Donc, comment comprendre ce principe de zéro artificialisation nette en 2050? Eh bien, on a une loi qui vient nous donner des définitions importantes. Déjà, elle nous dit ce qu'est la notion d'artificialisation. Vous devez voir cette définition apparaître à l'écran. Donc, l'artificialisation, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique. Bon, entre guillemets, c'est l'imperméabilisation. Demain, à partir du moment où vous allez imperméabiliser, vous allez artificialiser un sol, et de ce fait, vous allez être contraire à ce fameux objectif de zéro artificialisation nette des sols. On a une définition de renaturation qui apparaît. Pourquoi cette définition et cette notion, cette création d'une nouvelle notion qui est la renaturation? Parce que l'objectif de zéro artificialisation, c'est un objectif de zéro artificialisation nette. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces renaturées. Et la renaturation nous donne une définition, c'est une action ou des opérations qui consistent à restaurer ou améliorer la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. Donc en 2050, cet objectif de zéro artificialisation nette des sols ne vous empêchera pas de consommer et d'imperméabiliser du foncier qui ne l'était pas jusqu'à présent. Vous pourrez le faire à la condition que vous ayez renaturé ailleurs, désartificialisé ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de zéro artificialisation nette. On vient amener dans le droit de l'urbanisme la notion de compensation qui existe en droit de l'environnement. Donc, comment ces objectifs vont se mettre en œuvre concrètement? Eh bien, c'est les documents d'urbanisme qui vont être les outils de cet objectif. Et l'outil, le document d'urbanisme clé va être le SCOT. Il est demandé à tous les établissements publics qui gèrent aujourd'hui les SCOT de se mettre au travail à compter de la promulgation de cette loi pour être modifiés et pour être, on va dire, rendus compatibles avec cet objectif. Et notamment, ils vont devoir dorénavant, ces SCOT, fixer un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation des sols. Et une fois que les SCOT auront été rendus compatibles avec la loi climat, les PLU vont devoir fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de l'étalement urbain. Vous avez un délai de 5 ans pour rendre les SCOT compatibles et une durée de 6 ans pour rendre les PLU compatibles. Si vous ne le faites pas dans les délais, les conséquences vont être importantes. La première conséquence, c'est que les zones à urbaniser ne pourront plus être ouvertes à l'urbanisation.
Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est que vous ne pourrez plus délivrer aucune autorisation d'urbanisme dans ces zones à urbaniser. Donc, en termes de développement urbain pour les communes, vous allez être impacté par une non mise en compatibilité de vos documents d'urbanisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour donc une mise en compatibilité des documents d'urbanisme pour atteindre d'ici 2050 cet objectif de zéro artificialisation nette. Le deuxième point, c'est une volonté du législateur de vous empêcher, vous, collectivités, d'ouvrir à l'urbanisation des zones qui sont aujourd'hui des zones naturelles, agricoles ou forestières. Vous pourrez toujours, mais pour pouvoir ouvrir ces zones naturelles, enfin pour pouvoir les mettre en zone à urbaniser ou en zone urbaine, vous devrez justifier, au moyen d'une étude de densification, que vous avez plus de possibilités de développement dans les zones d'ores et déjà urbanisées. Si vous ne faites pas cette étude, ou si cette étude révèle que vous avez toujours des potentialités de développement en zone urbaine, vous ne pourrez pas ouvrir les espaces naturels, agricoles ou forestiers à urbanisation. Donc, deux outils importants donc à l'échelle des documents d'urbanisme pour vous empêcher, vous, d'artificialiser des sols qui ne le seraient pas aujourd'hui. De la même façon, on va vous permettre, dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT, d'identifier ces fameux espaces préférentiels pour la renaturation. Alors, gardez bien ça en tête parce que vous allez en entendre beaucoup parler dans les mois à venir, les zones préférentielles pour la renaturation. C'est à l'échelle du SCOT. Donc, le SCOT, vous savez, c'est un document d'urbanisme qui est très large, hein, qui se fait à l'échelle d'un bassin de vie, d'un bassin d'emploi. Il couvre facilement, enfin, l'objectif, c'est qu'il y ait 3-4 SCOT par département. Donc, c'est énormément de communes qui sont comprises dans l'échelle d'un même SCOT. Et dans ces communes, dans ces SCOT, vous pourrez identifier des zones préférentielles de renaturation. Et l'objectif, vous le verrez, il est de ce objectif de zéro artificialisation nette, il est très clair. C'est de vous obliger, vous, promoteurs, maîtres d'ouvrage, à consommer dans les espaces d'ores et déjà urbanisés. Et grâce à ce principe de renaturation et de compensation, on va pouvoir voir à l'échelle des SCOT des zones dynamiques qui, si elles veulent continuer à se développer, eh bien, il va falloir qu'elles participent à la renaturation de zones moins dynamiques, d'anciens bassins miniers, par exemple, ou d'anciennes friches industrielles. On pourrait parfaitement imaginer, je peux d'autant plus me le permettre que je suis moi-même d'origine stéphanoise, le problématique d'une ville comme Saint-Étienne aujourd'hui, c'est le développement économique certes, mais c'est aussi de tomber des tours, hein, parce que la population de Saint-Étienne a énormément baissé. Donc la mairie détruit aujourd'hui des immeubles pour ne pas les remplacer. Elle fait ce qu'on appelle de la renaturation, sauf que cette renaturation aujourd'hui, elle était supportée par la collectivité. On peut imaginer demain que ce soit des promoteurs qui ont envie d'investir et de développer des zones dynamiques, eh bien, ils viendront payer la compensation ou la renaturation dans des zones moins dynamiques pour avoir le droit de construire ailleurs. Et tout ça, je pense que les collectivités, notamment celles qui ont souffert de la désindustrialisation, auront tout à gagner de cet objectif. Donc, les SCOT détermineront les espaces, les zones préférentielles pour la renaturation. Dans les PLU, également, comment on va ramener de la verdure dans les PLU, eh bien, les OAP, il est demandé maintenant à ce que les OAP qui sont pris à l'échelle de l'intercommunalité ou du territoire communal, elles vont devoir définir en cohérence avec le PADD les actions ou opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. Et effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, on a des OAP qui nous parlent d'environnement à l'échelle de la commune, mais en fait, donc elles identifient les continuités écologiques, c'est bien, mais jusqu'à présent, on ne voyait très peu d'actions concrètes déclinées dans ces OAP pour dire comment on allait parvenir à cet objectif de préservation ou de restauration des continuités écologiques. Maintenant, tous ceux qui vont réviser, élaborer, modifier leur PLU dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, vous allez devoir faire ce petit effort d'expliquer comment vous allez mettre en valeur ces continuités écologiques dans le cadre de vos PLU.
De la même façon, on vient traiter maintenant dans les OAP quelque chose de nouveau, hein, ce qu'ils appellent les franges urbaines et rurales. Autrement dit, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent une problématique pour traiter la limite entre les zones urbaines et les zones agricoles. Et donc, ça va être dans le cadre des OAP que vous allez pouvoir expliquer comment vous allez gérer cet espace de transition entre la zone agricole et la zone urbanisée. Donc, ça, c'est un nouvel outil mis à votre disposition dans le cadre des OAP. Et enfin, ça aussi c'est très important parce qu'il me semblait que c'était lacunaire dans la pratique, c'est dans les OAP. Vous savez aujourd'hui que quand vous créez une zone AU, à urbaniser dans les documents d'urbanisme, ces zones à urbaniser doivent aujourd'hui nécessairement avoir une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation. Aujourd'hui, le Code de l'urbanisme imposera aux auteurs des PLU de prévoir un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser, ainsi qu'un calendrier de réalisation des équipements publics qui doivent être réalisés dans chacune de ces zones. Effectivement, les zones à urbaniser, vous savez que si elles ne sont pas ouvertes à l'urbanisation de suite, c'est parce que les équipements publics souvent sont insuffisants. Donc, il va devoir être expliqué dans le cadre des OAP dorénavant quand est-ce qu'il va y avoir une extension de ces réseaux publics actuellement défaillants et quand est-ce que la zone à urbaniser va pouvoir être ouverte à l'urbanisation. Ce qui va permettre aux maires, aux présidents de PCI d'étaler dans le temps l'ouverture à l'urbanisation des différentes zones AU. Pour être totalement complet et rendre cette loi le plus efficace possible, il y a des mesures de suivi qui sont prévues. Et ce sont des nouvelles contraintes qui vont être mises à la charge des maires et des présidents de PCI en fonction de la personne qui est compétente entre les deux pour l'élaboration du PLU. Vous allez, en tant qu'élu, en tant qu'exécutif local, au moins une fois tous les 3 ans, vous allez devoir présenter au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante de l'EPCI un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur le territoire concerné durant les années précédentes. Donc, tous les 3 ans, le maire va devoir se présenter devant le conseil municipal et dire, voilà, les 3 dernières années, nous avons consommé 1 hectare de terre et la mettre en comparaison avec ce qui se faisait les années précédentes. Le but étant de montrer effectivement de montrer la pertinence des moyens qui auront été mis en œuvre pour lutter contre l'artificialisation des sols. La présentation de ce rapport va donner lieu à un débat et à un vote où le conseil municipal va donner son avis. L'avis, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est insuffisant, ce qui a été fait, est-ce qu'il faut corriger le tir, est-ce que ça entraîne de grosses contraintes, cette zéro artificialisation nette. Bon, il n'y a pas de, on ne sait pas exactement ce qui se passera. En tout cas, présentation du rapport et un vote du conseil municipal pour donner son avis sur ce rapport et les objectifs. Ce rapport va être communiqué, va être publié, sera communiqué aux représentants de l'État dans la région, dans le département, ainsi qu'au président du conseil régional, pour que tout le monde prenne sa part dans cet objectif qui est l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Au niveau national, il va également y avoir, c'est pour vous dire à quel point cet objectif est mis en avant, au niveau national, tous les 5 ans, le gouvernement va également devoir rendre public un rapport relatif à l'évaluation de la politique de limitation de l'artificialisation des sols. Et ce rapport va présenter l'évolution de l'artificialisation des sols au cours des dernières années et dresser le bilan de la loi. Le but étant qu'au moins tous les 5 ans, on vérifie si on arrivera à atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. Et on peut imaginer effectivement que si l'objectif paraît difficile, eh bien qu'on prenne des mesures de plus en plus drastiques. Ce que je peux vous dire, c'est que cet objectif de lutter contre l'artificialisation des sols, il n'est pas nouveau, puisqu'il avait été largement déjà énoncé dans le cadre des lois Grenelle, qui vous avaient déjà demandé à vous, élus locaux, de faire des efforts sur la consommation de foncier. Et cette loi Grenelle, qui doit dater de 2010, avait très rapidement montré ses effets, jusqu'à stagner dans ces dernières années, d'où
la nécessité pour le gouvernement de reprendre une loi pour vous demander de nouveau de faire attention à cette fameuse lutte contre l'artificialisation des sols. Voilà. L'artificialisation des sols, c'est bien, mais après, il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment du développement économique. Donc, on va vous inciter, vous, élus, enfin collectivités, maîtres d'ouvrage, opérateurs privés, publics, on va vous inciter à agir sur l'existant. Et on vient définir dans cette loi climat une notion de friche. Hein, c'est très intéressant. Donc, la notion de friche fait son apparition dans le code de l'urbanisation. Et on vous dit de façon assez vague qu'une friche, c'est tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, qui est inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. C'est une notion pour le moment assez large, mais ne vous inquiétez pas, un décret d'application est attendu et devrait venir préciser ce qu'on doit entendre par friche. Pourquoi c'est important cette notion de friche? Parce qu'il va y avoir des bonus de constructibilité qui vont vous être accordés si vous vous engagez à réhabiliter une friche. Hein, on parle dans la loi d'une possibilité d'augmenter de 30% la constructibilité d'un secteur s'il a pour fonction de réhabiliter une friche. Et on fait même état d'une possibilité de déroger aux obligations en matière de stationnement. Ça peut être très intéressant. Malheureusement, l'article ne le précise pas. Est-ce que si on aura le droit de déroger totalement ou partiellement à nos obligations en matière de stationnement? Comme ça, je ne saurais pas vous répondre. J'ai l'impression qu'on pourrait effectivement vous dire, vous restaurez une friche, zéro obligation en matière de stationnement. L'article L152-6-2 a l'air de vous le permettre. Donc, c'est très intéressant pour vous. Et j'invite ici notamment les collectivités, mais surtout les promoteurs, à se tourner aujourd'hui vers les éventuelles friches qui pourraient exister, puisque la fin des obligations en matière de stationnement et les bonus de constructibilité peuvent rendre du coup ces fameuses friches intéressantes d'un point de vue économique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Toujours sur les impacts de cette loi climat, c'est un impact sur les opérations d'aménagement. Donc là encore, on vous dit quoi? On vous dit que toute opération d'aménagement qui fait l'objet d'une étude d'impact, eh bien, le dossier d'étude d'impact devra être étoffé. Hein, il devra être étoffé d'une étude de faisabilité du potentiel de développement en énergie renouvelable de la zone et d'une étude d'optimisation de la densité des constructions. Donc, ce dernier point, il est très intéressant, une étude d'optimisation de la densité des constructions, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous justifiez que la densité de votre opération d'aménagement est optimale. Hein, à défaut, on peut imaginer que votre projet sera annulé ou invalidé. Donc, ça va être une incitation à densifier correctement les opérations d'aménagement que vous pourriez envisager. Sur impact important pour également les aménagements commerciaux. Sans rentrer trop dans le détail, il y a une interdiction de principe depuis l'entrée en vigueur de cette loi de délivrer des autorisations d'exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Donc, en matière d'aménagement commercial, la loi est en tout cas sur le principe extrêmement dur. Donc, c'est pour lutter, vous savez, contre ces entrées de ville où on a vu des quartiers et des zones commerciales se développer. On n'en veut plus. Aujourd'hui, on incite les exploitants d'aménagements commerciaux à réintégrer les centres-villes en tant que possible, hein, ou à exploiter des friches, mais en tout cas, plus d'artificialisation des sols pour des bâtiments commerciaux. Il y a une possibilité de déroger à cette interdiction de principe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'avez, ces possibilités de déroger apparaissent sous forme de tirets, donc je ne vais pas vous lire ces tirets, ce serait trop fastidieux. Ceux qui veulent plus de renseignements à ce sujet peuvent bien évidemment me contacter. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aucune dérogation ne sera accordée pour tous les projets de plus de 10 000 m² de surface de vente. Donc,
tout ce qui fait plus de 10 000 m² de surface de vente, aujourd'hui, le principe, c'est que vous ne pouvez plus en faire avec artificialisation des sols. Moins de 10 000 m², on peut demander une dérogation pour artificialiser à la condition de répondre aux conditions posées par la loi climat. Donc, on est, vous le voyez, sur une loi qui est extrêmement ambitieuse. Gardez en tête cet objectif de 2050, zéro artificialisation nette. Gardez en tête le fait qu'on va vous demander aujourd'hui, si vous voulez artificialiser l'avenir des terres, eh bien de compenser par de la renaturation ou désartificialisation. Et vos documents d'urbanisme vont devoir être rapidement mis à jour de cette loi climat. Vous avez l'habitude, de toute façon, à chaque nouveau président, il y a au moins une grande loi en matière d'urbanisme qui vous demande de modifier ce que vous venez tout juste de clôturer. C'est comme ça et il faudra s'y faire, d'autant plus que la présidentielle arrive et que ce qu'on vous demande de modifier là, il faudra le remodifier sans doute dans 10 mois. Voilà, donc gardez en tête tous ces objectifs et à vous, auteurs de documents d'urbanisme, pensez à lancer vos procédures de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec cette loi. Autre actualité législative, donc je vous invite à poser vos questions si cette actualité vous interroge. Je vous y répondrai à la fin, si possible, à la fin de ce webinaire. Autre point et actualité législative, beaucoup moins intéressante que cette loi climat, mais il m'importait de vous le dire parce qu'elle peut concerner certaines personnes. Vous connaissez l'article R421-5 du Code de l'urbanisme. En fait, c'est un article qui vient exempter de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme un certain nombre de constructions. C'est cet article qui vous permet d'installer des cabanes de chantier durant toute la durée du chantier sans autorisation d'urbanisme. C'est cet article qui vous dit également, normalement, que les murs de soutènement ne font l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme. Bref. Et c'est cet article aussi qui vous dit que tout ce qui dure moins de 3 mois, vous n'avez pas besoin de déposer une autorisation d'urbanisme. Cet article a été complété par ce décret, du 24 juin 2021. Et ce décret qui va durer 18 mois, enfin qui va avoir une applicabilité de 18 mois, qui commence à compter du 27 juin et qui se finira au 31 décembre 2022, vous permet de réaliser, enfin d'être exempté de toute autorisation d'urbanisme, les projets de résidence universitaire, de résidence sociale, de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de structures d'hébergement d'urgence. Donc vous allez pouvoir les installer pendant 18 mois sans aucune autorisation d'urbanisme nécessaire. Alors, en revanche, petite précision avant que certains crient victoire trop tôt, la condition, c'est qu'à l'issue de ce délai de 18 mois, il faut tout ramasser et remettre les lieux dans leur état. Donc, ça ne vous permet pas de réaliser une résidence universitaire, ce décret, sans aucune autorisation d'urbanisme qui aurait vocation à rester ad vitam aeternam sur le site. C'est simplement pour, à mon avis, ce décret a été pris pour une histoire d'urgence sociale. Donc, vous savez, vous, collectivités, s'il y a également des gestionnaires de résidences universitaires, des personnes qui travaillent dans le social, dans l'hébergement d'urgence, vous savez que vous avez une petite fenêtre de tir dans les mois qui viennent, jusqu'au 31 décembre 2022, pour installer, un peu comme vous le voulez, des cabanes, des habitations précaires, pour de la résidence universitaire, de la résidence sociale, de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement et de la réinsertion sociale. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur ce décret. Il est important de le mentionner parce qu'ils peuvent concerner certains, notamment tous ceux qui travaillent dans les collectivités aussi. Mais il a, pour les professionnels de la promotion immobilière, il n'a pas un grand intérêt non plus. Sur l'actualité jurisprudentielle, on va faire un deuxième sondage. Il y a une actualité sur les destinations d'urbanisme qui est intéressante et ça amène une petite question. Combien existe-t-il de destinations en matière d'urbanisme? Et je vais demander à Christophe de lancer le deuxième sondage pour qu'on ait une idée de vos connaissances en matière de destination d'urbanisme. Donc, combien est-ce qu'il existe de destinations aujourd'hui en matière d'urbanisme? Voilà, donc je viens de lancer le sondage, et comme tout à l'heure, maintenant vous commencez à prendre cette habitude. Voilà, je vais engranger le maximum de votes avant de le clôturer, peut-être un petit peu plus rapidement que tout à l'heure. Et puis je partagerai de nouveau les résultats, et
Anthony Bichelon, je vous les partagerai également dans notre groupe. Voilà, allez, un petit effort encore. Comme ça, on peut avoir une représentativité assez importante. Voilà, allez, encore 10 petites secondes. Voilà, je vais clôturer le sondage. Merci à tous. Je vous envoie les résultats. Et je les partage. OK. Voilà, donc vous avez dû recevoir les Voilà, résultats. 76% ont répondu 5 et 24 ont répondu 9. La majorité a raison. Il existe aujourd'hui 5 destinations en matière d'urbanisme et à peu près 21, il me semble, sous-destinations. Et il existait avant 9 destinations. La jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris datée du 20 mai 2021, elle vient préciser un point intéressant à ce sujet. En fait, vous avez une évolution législative qui a réduit le nombre de destinations il y a quelques années de 9 à 5. Cette loi a fait perdurer, en fait, encore durant un petit délai, deux types de documents d'urbanisme. Il y a les documents d'urbanisme qui datent d'avant le 1er janvier 2016, qui présentent encore 9 destinations. Et vous avez les documents d'urbanisme qui ont été, dont la procédure a été lancée après le 1er janvier 2016, qui, eux, présentent plus que 5 destinations et 21 sous-destinations. Donc là, vous voyez, et c'est ce qui explique que dans vos CERFA de demande de permis de construire, vous avez 2 tableaux des destinations. 2 tableaux en fonction du PLU en vigueur sur votre commune. Là, j'ai le tableau 5.5. C'est un tableau que les maîtres d'ouvrage doivent remplir quand le PLU de la commune où ils veulent construire date d'avant 2016. Parce que dans ces PLU, il y a toujours 9 destinations. Le tableau qui est à l'article 5.6 des documents CERFA de demande de permis de construire, c'est celui qui apparaît maintenant à l'écran. C'est le tableau qui concerne les PLU d'après 2016. Comme vous le voyez, la colonne la plus à gauche, il n'y a plus que 5 destinations et chacune de ces destinations est divisée en sous-destinations. Et il y en a 21 en tout. Donc, selon que vous êtes dans une commune avec un vieux PLU ou un nouveau PLU, vous devez remplir, en matière de surface de plancher créée et existante, vous devez renseigner l'un ou l'autre de ces tableaux. Donc, la loi, en tout cas, lorsqu'elle est rentrée en vigueur pour modifier le nombre de destinations, elle a eu un premier impact sur le contenu de vos PLU. Et elle a posé, et elle pose en tout cas, un certain nombre de questions dans la pratique. Et c'est ce fameux arrêt du 20 mai 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris, ce fameux arrêt vient traiter de cette problématique. On était dans une commune, en l'occurrence Paris, à mes souvenirs, qui avait un PLU d'avant 2016. Donc, on avait 9 destinations. Il y avait un projet de modifier une boucherie, il me semble, pour la transformer en un commerce. La boucherie relevait dans la destination du PLU de la destination artisanat et le projet était de transformer en un commerce, une épicerie, donc on passait dans une nouvelle destination. Il y avait des travaux sur le gros œuvre et sur la façade du bâtiment et l'article R421-14 nous dit que lorsqu'on a un changement de destination, et que ce changement de destination s'accompagne de travaux sur le gros œuvre. Je prends exactement, donc le code nous dit R421-14. Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment lorsqu'ils s'accompagnent d'un changement de destination sont soumis à permis de construire. Donc la commune de Paris a considéré, enfin le service instructeur a considéré qu'il fallait dans ce dossier un permis de construire. Or, le maître d'ouvrage avait déposé une DP. Il avait déposé une DP parce que quand bien même, lui, il avait considéré que quand bien même le PLU était d'avant 2016, il fallait dorénavant prendre en compte les nouvelles destinations pour savoir si on était soumis à permis de construire ou à DP. Oui, c'est un peu compliqué. Et
que nous dit la Cour administrative d'appel de Paris? Elle nous dit que effectivement, quand bien même on a un vieux PLU qui a gardé ses 9 destinations, savoir si on est soumis à permis de construire ou à DP en fonction de est-ce qu'il existe un changement de destination ou pas, ça doit s'apprécier par rapport aux nouvelles destinations. Or, si je prends les nouvelles destinations, en fait, que vous soyez un commerce ou que vous soyez de l'artisanat, vous relevez d'une seule et même destination, à savoir commerce et activité de service. Donc, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'il fallait bien une déclaration préalable. Et le maire de Paris s'était opposé à cette déclaration préalable au motif que lui considérait qu'il fallait un permis de construire parce que pour lui, il en était resté aux 9 anciennes destinations et il considérait que le changement de artisanat au commerce était bien un changement de destination. Et donc, qu'avec des travaux, il fallait un permis de construire. Ce raisonnement a été cassé par la Cour administrative d'appel. Donc, faites bien attention à ces changements de destination. Les PLU restent ou pas soumis à l'ancienne, on va dire, réglementation, à savoir 9 ou 5 destinations. Mais si vous souhaitez savoir quelle est l'autorisation d'urbanisme que vous devez solliciter, vous ne devez pas tenir compte des anciennes destinations, mais vous devez requalifier en fait la destination de votre projet en fonction des 5 qui existent dorénavant pour savoir s'il y a changement de destination ou pas. Je vous ai cité les considérants de la décision afin que vous puissiez vous y référer. Voilà pour cette première actualité jurisprudentielle. Troisième et dernier sondage. L'actualité jurisprudentielle va porter sur la loi littorale. Et donc, une petite question sur cette loi littorale, parce que c'est une question fondamentale que dont vous devez connaître la réponse. Est-ce que pour vous, la loi littorale est directement opposable à une autorisation d'urbanisme? Et je laisse la main à Christophe pour cette troisième question. Voilà, Anthony, le sondage vient d'être lancé. Et la rapidité des votes augmente au fur et à mesure que nous avançons dans ce rendez-vous expert. Voilà, allez, encore quelques votants et nous aurons atteint le quorum. Voilà, n'hésitez pas à participer, ça permet véritablement à l'intervenant d'avoir une bonne vision des éléments. Allez, c'est le dernier sondage éditorial de l'après-midi. Voilà, merci à tous, je vais partager les résultats. Voilà, je clôt le sondage et je partage les résultats. Alors, oui, effectivement, 84% des personnes ont eu la réponse est juste. La loi littorale est effectivement opposable directement aux autorisations d'urbanisme. Un arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 2021 qui est très intéressant et qui consacre un peu plus le rôle du SCOT aujourd'hui, s'il fallait le rappeler. Le principe, et je vous le rappelle, c'est que lorsqu'une commune est soumise à la loi littorale, les autorisations d'urbanisme délivrées dans cette commune sont soumises à un double rapport de conformité. Conformité au plan local d'urbanisme, bien évidemment, et conformité directe aux dispositions de la loi littorale telles que celles-ci sont énoncées dans le Code de l'urbanisme. Et dans cette affaire, vous aviez un permis de construire pour une maison individuelle qui avait été accordé dans une commune soumise à la loi littorale. Le maire délivre le permis, le préfet, chose assez rare, défère le permis de construire devant le tribunal au motif d'une violation de la loi littorale. L'un des principes de la loi littorale, et je vous le rappelle, c'est que l'extension de l'urbanisation ne peut avoir lieu qu'en continuité des agglomérations et des villages existants. Et nouveauté de la loi Elan, donc c'est que la loi Elan a demandé au SCOT de bien vouloir identifier les agglomérations et villages existants au sens de la loi littorale.
Qu'a fait le juge administratif, dont le Conseil d'État, dans cette affaire? Il a été regarder le SCOT pour vérifier si le permis de construire avait bien été délivré en continuité d'une agglomération ou d'un village existant identifié par le SCOT. Le Conseil d'État a constaté que le permis de construire avait été délivré en continuité d'une zone qui n'était pas identifiée comme une agglomération ou un village au sens de la loi littorale, et il a demandé l'annulation de ce permis de construire. Donc c'est une décision de justice qui est très importante, enfin qui est importante à deux égards. D'une part parce qu'elle rappelle que la loi littorale s'applique partout, y compris quand elle n'a pas encore été intégrée ou quand elle n'a pas été intégrée par un PLU. Autrement dit, ce n'est pas parce que le PLU classe un terrain comme étant en zone urbaine sur laquelle on peut construire que le terrain est constructible s'il est soumis à la loi littorale. Si la commune est soumise à la loi littorale, vous devrez également vérifier que les dispositions de la loi littorale sont également respectées. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Je ne doute pas que le maître d'ouvrage de cette maison avait construit en zone U. En revanche, il l'a fait en violation de la loi littorale puisqu'il n'était pas en continuité d'un village ou d'une agglomération existante au sens de la loi littorale. Et en tout cas, le SCOT ne l'avait pas identifié comme tel. Et le deuxième apport de cette décision, c'est que la loi Elan, elle n'est pas si vieille que ça. Les SCOT ont été ils commencent à être mis à jour par rapport à cette loi Elan, et le SCOT là en l'occurrence c'était de Nantes Métropole, du secteur, avait bien été mis à jour, et donc il avait une carte qui identifiait les villages existants et les agglomérations. Et le juge s'en est servi pour vérifier le respect de la loi littorale. Voilà pour cette actualité du 9 juillet 2021. Autre décision très importante, enfin très intéressante plutôt, c'est un arrêt du Conseil d'État du 5 juillet 2021. On est dans un cas un peu particulier dans cette affaire, puisque vous avez un promoteur qui a obtenu un permis de construire pour un immeuble collectif. Et il est prévu, enfin il s'est entendu avec la mairie pour rétrocéder à la mairie, en l'occurrence la métropole de Montpellier, pour lui rétrocéder une bande de terrain de 170 mètres carrés qui a vocation à être un chemin piéton qui relie deux voies. Et le maire délivre le permis, et il met en prescription du permis de construire, il met le fait que la bande de terrain de 164 mètres sera rétrocédée à la métropole en vue de créer un chemin piétonnier ouvert à la circulation publique. Et ça a posé, en termes d'application des règles d'urbanisme, deux questions. La première question, c'est celle de l'unité foncière. Est-ce que les règles d'urbanisme doivent être appliquées à l'échelle de l'unité foncière initiale, à savoir tout le terrain, y compris la bande de 164 mètres carrés, ou est-ce que les règles d'urbanisme doivent être appliquées à l'échelle du terrain, moins les 164 mètres carrés, parce qu'on sait que ces 164 mètres carrés vont être rétrocédés. La réponse à ce sujet est la réponse numéro 2, à savoir les règles d'urbanisme s'apprécieront à l'échelle du terrain moins les 164 mètres carrés, parce que l'on sait de façon certaine qu'il va bien y avoir une division foncière à la fin et que ces 164 mètres carrés n'ont pas vocation à être conservés. Et pourquoi on le sait de façon certaine que ça va être fait? Parce que c'est une prescription du permis. Alors, si ce n'est pas fait, le maître d'ouvrage sera sanctionné parce qu'on considérera, s'il ne réalise pas le chemin piéton et s'il ne rétrocède pas à la collectivité, on considérera qu'il n'a pas respecté ou que son projet n'est pas conforme à son permis de construire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois qu'on a dit ça, et c'était ce qui faisait l'objet du débat ici, c'était de dire cette limite que l'on va créer entre la bande à rétrocéder et le terrain d'assiette du permis. Est-ce que c'est une limite séparative, auquel cas on applique les règles de retrait de l'article 7, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ou est-ce qu'on doit appliquer les dispositions de l'article 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques?
Là encore, les juridictions administratives viennent faire un travail d'analyse de cette prescription et ils constatent que la prescription, c'est de rétrocéder un chemin piéton. Donc, il appartenait au promoteur de le réaliser, ce chemin piéton. Et ce chemin piéton avait vocation à devenir une voie ouverte à la circulation publique. Donc, le Conseil d'État valide le raisonnement du tribunal administratif et dit qu'effectivement, on doit appliquer les règles de l'article 6 et non pas les règles de l'article 7. Donc, deux points importants. J'ai une prescription qui prévoit la rétrocession d'une bande de terrain sur laquelle va être réalisée une future voie piétonne. Est-ce que cette bande de 164 mètres carrés rentre dans l'unité foncière pour l'appréciation des règles d'urbanisme? La réponse est non. Et est-ce que je dois faire application des dispositions de l'article 6 ou de l'article 7 par rapport à cette future limite? On fait application des règles de l'article 6. Si la collectivité et le promoteur ne s'étaient pas entendus sur le fait que le promoteur allait réaliser lui-même le chemin piéton, on n'aurait pas fait application des règles de l'article 6, hein, parce que si on n'avait pas su de façon certaine que le bien avait vocation à intégrer les emprises publiques et n'avait pas vocation à devenir une voie ouverte à la circulation publique, ça n'aurait pas pu être les règles de l'article 6 qui s'appliquent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose de cet arrêt qui est intéressante, c'est que le voisin qui avait contesté le permis, il avait également soulevé devant les juridictions administratives l'illégalité de la prescription. Et le tribunal administratif de Montpellier, qui avait eu affaire à cette affaire, a oublié de statuer sur la légalité d'une telle prescription. Et le Conseil d'État a constaté effectivement l'oubli et il a renvoyé l'affaire devant le tribunal. Pourquoi c'est important et pourquoi du coup je tiens à vous le préciser, pour que vous ayez connaissance du risque que vous prendriez aujourd'hui à inscrire une telle prescription. Elle peut vous paraître intéressante sur le papier, hein, parce que vous avez bien compris le stratagème qui avait été mis en œuvre par la mairie et par le promoteur. Ce fameux découpage et cette prescription qui prévoyait de rétrocéder une future voie publique, c'était simplement pour permettre aux promoteurs de bénéficier des règles de l'article 6 qui étaient bien plus permissives que les règles de l'article 7. Donc tous ceux qui se disent « chouette, ça peut être une bonne idée », j'attire leur attention sur une chose, c'est qu'une prescription, il y a une définition de ce que c'est qu'une prescription. Et régulièrement, les juridictions administratives, elles nous le rappellent. Et une prescription, normalement, elle doit porter sur des points précis et limités, et elle a pour mission d'assurer la conformité des travaux aux règles d'urbanisme. Et c'est pour ça que le renvoi du Conseil d'État sur la légalité de cette prescription aux juridictions du fond est intéressante. C'est parce que je ne suis pas sûr, moi, qu'une telle prescription soit légale. Donc, c'est renvoyé devant les juridictions, elles auront à trancher cette question, mais gardez toujours en tête, notamment à vous, élus ou services de l'urbanisme de collectivité, une prescription ne peut pas mettre tout et n'importe quoi en prescription. Une prescription doit porter sur des points précis et limités qui visent à assurer la conformité des travaux aux règles d'urbanisme. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Et je pense qu'en l'occurrence, si le mécanisme avait l'air intéressant, il me semble qu'il n'est pas légal. On aura l'occasion, en tout cas, d'en reparler. Voilà pour cette jurisprudence. Et une autre actualité, là encore, qui s'adresse surtout aux auteurs des PLU et qui peut être utilisée de façon beaucoup plus... qui peut être utilisée par les promoteurs pour faire sauter certaines prescriptions, c'est un arrêt du Conseil d'État qui date du 14 juin 2021 et qui porte sur la rédaction du PLU. Le PLU, il comporte des prescriptions qui sont opposables aux autorisations d'urbanisme. Le Conseil d'État vient nous rappeler dans cet arrêt que chaque prescription doit poursuivre un objectif. En l'occurrence, les auteurs du PLU avaient créé un cône de vue et une zone non aedificandi pour protéger ce qui considérait être un élément, comme on s'est écrit, un élément du paysage dont l'intérêt justifie qu'il soit protégé. Donc effectivement, le PLU permet de protéger certains éléments de paysage qui présenteraient des intérêts d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue culturel.
Là, en l'occurrence, une volonté de protéger une vue sur le littoral. Et pour protéger cette vue et ce littoral, les auteurs du PLU prennent un cône de vue et adoptent une zone non aedificandi. Dans la zone non aedificandi, c'est son but, rien ne peut se construire. Et le cône de vue, pour protéger la vue qu'il y avait depuis une rue sur le littoral, le maire interdit également, dans le périmètre de ce cône de vue, toute construction. Et le Conseil d'État vient nous rappeler, rappeler un principe qui est important dans toutes les prescriptions, c'est le principe de proportionnalité. Et il nous dit, le Conseil d'État, que toute prescription doit être proportionnée et qu'elle ne peut excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Donc l'autorité planificatrice doit retenir parmi les prescriptions susceptibles d'atteindre l'objectif recherché, celles qui sont le moins contraignantes. Dans cette affaire, le rapporteur public a ainsi dit, je le cite, « Il nous semble que l'interdiction de toute construction ne saurait être qu'un ultime recours, et à ce titre exceptionnel, lorsqu'aucune autre mesure moins contraignante n'est envisageable, et alors que l'intérêt du paysage en cause le justifie. » Et en l'occurrence, ils ont estimé, le Conseil d'État a estimé que l'interdiction de construire dans le cône de vue ainsi que la zone non aedificandi étaient démesurées par rapport à l'objectif recherché, qui était la protection, là en l'occurrence, d'une vue sur le littoral et du littoral. Donc, il a annulé ces prescriptions. Donc, à vous, auteurs du PLU, faites très attention dans la façon dont vous rédigez. À vous, promoteurs qui avez des projets et qui n'arrivez pas à les faire sortir parce que vous estimez parce que certaines règles d'urbanisme vous paraissent beaucoup trop contraignantes, il est possible aujourd'hui de pouvoir en obtenir leur annulation si celle-ci s'avère démesurée ou disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. Voilà pour l'actualité de ces derniers mois et notamment cette actualité sur la loi climat. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de l'année 2021, enfin ce qu'il en reste et surtout l'année 2022, parce que les décrets d'application vont sortir et que ces décrets nous permettront d'en savoir un peu plus sur la mise en œuvre de cette loi et les objectifs recherchés. Voilà, donc je vous invite à poser vos questions et je crois que Anne-Charlotte ou Christophe vont reprendre la parole à ce sujet. Alors, c'est Anne-Charlotte qui vous a transmis les questions. Je te passe la parole, Anne-Charlotte, si tu le souhaites. Oui, alors les questions que vous avez posées tout au long du webinaire, normalement, Anthony, vous les avez reçues. Vous les avez transférées au fil de l'eau. Oui, je suis en train de les Voilà. lire. Alors, première question. Vous vouliez dire autre chose, Anne-Charlotte? Non, je vous laisse la parole. Donc, on me demande donc vous savez que il y a des mesures de suivi concernant la loi climat. Et l'une de ces mesures de suivi, c'est le fameux rapport qui devrait être présenté par le maire ou le président de l'EPCI à son assemblée délibérante. Et on me dit quelles sanctions ou conséquences en l'absence de ce rapport. La loi ne prévoit à ce stade aucune sanction. Il faudra voir dans les décrets d'application s'il en est prévu. Moi, je pense surtout que si vous ne prévoyez rien, c'est le préfet qui risque de vous tomber dessus parce que le préfet va attendre les résultats. Il faut savoir que suite au débat devant le conseil municipal et au vote du conseil municipal, vous devez transmettre au préfet de région, au préfet de département et au président du conseil régional le rapport et le compte-rendu de ce débat ainsi que le vote. Donc si vous ne le faites pas, ça vous met quand même en mauvaise posture devant à la fois les représentants de l'État dans le département et dans la région, et ainsi que devant la région elle-même. Mais pas de sanctions aujourd'hui connues. Dans quel délai les PLU devront-ils être révisés pour se mettre en conformité avec le ZAN? Les espaces 1 et 2 AU sont-ils gelés entre-temps? Alors, les PLU doivent être mis en conformité dans un délai de 6 ans, les SCOT dans un délai de 5 ans.
Si ça n'est pas fait à l'issue de ces délais de 5 et de 6 ans, vous ne pourrez plus délivrer d'autorisation en zone AU. Et les zones AU qui doivent faire l'objet d'une modification pour être ouvertes à l'urbanisation ne pourront plus l'être. De aujourd'hui à ce délai de 5 ou 6 ans, tout continue comme avant. Il n'y a pas de, on me demande des espaces 1 et 2 AU, sont-ils gelés entre-temps? Non, il n'y a pas de gel entre-temps. Donc après, on me dit, dans la jurisprudence Landéda que j'ai citée, n'est-ce pas la double obligation entre PLU et SCOT plutôt qu'entre PLU et loi littorale? Cela ne pourra-t-il pas avoir des conséquences ailleurs qu'en littoral? J'ai du mal à comprendre la question. Ouais. N'est-ce pas la double obligation entre PLU et SCOT plutôt qu'entre PLU et loi littorale? Bon, l'auteur de la question qui n'hésite pas à prendre contact avec moi s'il le souhaite pour en parler de vive voix. Ok. On m'a dit, je crois qu'il n'y a pas de SCOT dans les DOM. Ils sont remplacés par le SRVM du SAR qui est très peu précis. Comment est vérifié le respect de cette règle de continuité à l'extension de l'urbanisation auprès d'un village ou d'une agglomération? Il faut regarder, là je ne saurais pas vous répondre sur les questions qui concernent plus précisément les départements d'outre-mer. Il faut voir effectivement ce que la loi Elan avait prévu concernant cette identification des villages existants et des agglomérations au titre de la loi littorale. Hop, je regarde les autres questions. Alors, on me demande, oui, très question intéressante, est-ce la même application pour un projet de construction sur une parcelle impactée par un emplacement réservé en vue de créer une voie publique? Alors là-dessus, la réponse, c'est Madame Aubert qui pose la question, la réponse, elle est beaucoup plus claire. L'emplacement réservé, en règle générale, les PLU nous disent que l'emplacement réservé ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des règles d'urbanisme. C'est tourné comme ça. Et on nous dit également, normalement, que les règles d'implantation par rapport aux emprises publiques s'appliquent depuis l'emplacement réservé. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'emplacement réservé. C'est la mairie qui avait imposé la réalisation de ce cheminement. Et ça pose par ailleurs d'autres problématiques, en termes notamment de marché public. Dans la jurisprudence que je vous ai citée, on a quand même une mairie qui fait réaliser un futur équipement public par un promoteur privé. Alors je sais que ça arrive régulièrement, mais d'une part, c'est une infraction au code de la commande publique, parce que s'il y a un besoin de la mairie, eh bien, elle doit y répondre elle-même en recourant au code de la commande publique. Et par ailleurs, la mairie s'expose à une action en répétition de l'indu. Il faut savoir qu'un maire qui vous demanderait de faire des travaux sur des équipements publics à la charge d'une personne privée, il s'expose pendant 5 ans à ce que cette personne privée lui réclame les sommes devant les juridictions. En tout cas, pour un emplacement réservé, l'emplacement réservé est écrit dans le PLU et on sait que depuis l'emplacement réservé, c'est l'article 6 qui s'applique. On est donc l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Donc en tout cas ici, pas de difficulté, il n'y a pas besoin de prévoir une prescription dans le permis de construire pour dire qu'il y aura une rétrocession. La rétrocession va de soi parce que vous avez l'emplacement réservé qui est prévu. Et que de toute façon, vous ne pouvez rien faire dessus. J'avais eu aussi une autre question. Quelles contraintes demain pour les constructeurs de maisons et quelles tendances pour les 10 prochaines années? Eh bien, la réponse, elle est apportée par la loi climat. Là-dessus, d'ici les 10 prochaines années, on va demander de diviser par 2 le rythme de l'artificialisation des sols. Et tous les 10 ans, on vous demandera de réduire jusqu'à atteindre cet objectif de 0 artificialisation nette des sols en 2050. Quelles contraintes demain pour les constructeurs de maisons? L'avenir, à mon sens, l'avenir est
compliqué pour les constructeurs de maisons individuelles, hein. C'est plus dans l'air du temps. L'Allemagne, qui a quelques longueurs d'avance sur nous, vient d'interdire la construction de maisons individuelles dans certains secteurs. La construction de maisons individuelles est jugée trop consommatrice de foncier et va à l'encontre de nos politiques actuelles qui visent à densifier plutôt qu'à étendre l'extension de l'urbanisation. Donc l'avenir des maisons, l'avenir demain pour les constructions de maisons individuelles, il est incertain. Après, on sera sur des produits de luxe, hein. Le pavillon a vocation, pour moi, à devenir un produit rare, parce qu'on a tous vocation à vivre dans du collectif, hein, à suivre les dernières lois en matière d'urbanisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La demande de permis de construire valant division peut-elle porter sur une partie de l'unité foncière ou des unités foncières? Quel est son terrain d'assiette? Non, tout permis de construire doit porter sur la totalité de l'unité foncière, y compris le permis de construire valant division, parce que c'est un permis. Il n'y a que le permis d'aménager et la déclaration préalable qui peuvent porter que sur une partie seulement de l'unité foncière, parce que le code le prévoit expressément. Le permis de construire, lui, doit être déposé sur la totalité de l'unité foncière. Je rappelle la définition d'unité foncière. Une unité foncière, c'est tous les terrains qui appartiennent à un seul et même propriétaire et qui sont juxtaposés. Ça, c'est l'unité foncière. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anne-Charlotte, Christophe? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je n'ai reçu aucune nouvelle question. Alors, on me parle des décrets. Est-ce qu'on sait quand ils vont être arrivés? Oui. Paraître? Non, on ne sait toujours pas. Il y a pas de, ils donnent pas de délai. Je pense que ce sera assez rapide parce que vous avez d'une part l'élection présidentielle qui va arriver. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être pris avant, mais on n'a pas ils nous ont pas donné de délai à ce jour. Qui juge si l'étude d'impact est insuffisante, le maire ou le préfet? L'étude d'impact, ça va être l'autorité environnementale qui va juger si elle est insuffisante ou pas. Vous savez que tous les projets qui sont soumis à étude d'impact, le dossier d'étude d'impact est fait par le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage doit communiquer ce dossier d'étude d'impact à l'autorité environnementale. L'autorité environnementale est censée être une instance indépendante et c'est elle qui va juger de la qualité de votre dossier. Si elle l'estime insuffisant, elle vous le dira. Et ça peut avoir des conséquences. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'avis de l'autorité environnementale. En revanche, si l'avis n'est pas bon, ce sera difficile pour vous de défendre votre dossier si celui-ci est contesté devant le juge. Voilà, il n'y a visiblement pas d'autres questions. Pour ma part, je me tiens à votre disposition, donc Anthony Wichlon du cabinet Racine. Si vous avez des questions suite à ce webinaire, c'est pas toujours évident d'essayer d'être le plus clair et le plus précis possible dans le cadre d'un webinaire. Donc, j'ai peut-être pas toujours été compris, je me suis pas bien fait comprendre, donc n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou en m'appelant, il n'y a pas de difficulté si vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier, Anthony, également Christophe, qui nous assiste, il nous aide et accompagne bien sur sur ces webinaires. Je vous signale que le prochain webinaire est le 2 décembre. Voilà. Il y aura un sondage qui va partir. Alors, c'est pas le bon sondage qui est affiché. Voilà. Et donc, en cochant oui à cette petite question, vous pourrez recevoir l'invitation. Donc, pour le dernier webinaire d'actualité de 2021, d'actualité du droit de l'urbanisme de 2021, voilà, qui aura lieu le 2 décembre prochain. Merci à tous. Alors, je vais laisser le webinaire un petit peu ouvert le temps que tout le monde puisse voter. Et puis, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu de Madame Florville qui me dit à quelle échelle les règles d'urbanisme doivent être appréciées dans un permis de construire valant division. Les règles d'urbanisme s'apprécient
à l'échelle de l'unité foncière, sauf si le PLU prévoit autrement. Il est possible que le PLU vous dise que dans un lotissement ou dans les opérations de division type permis de construire valant division, les règles d'urbanisme s'apprécieront lot par lot. Si le PLU ne dit pas ça, vous appréciez vos règles d'urbanisme à l'échelle du permis de construire valant division. Et j'ai M. Mandon qui me demande si le bonus de constructibilité peut-il impacter le coefficient de pleine terre. En règle générale, mais ça demande à être vérifié, les bonus de constructibilité permettent d'augmenter les règles relatives au gabarit, donc pas le plein terre. Le gabarit, ça va être les règles de retrait, les règles de hauteur et les règles d'emprise de sol. Mais en revanche, vous ne pourrez pas, il faudra que vous restiez conforme aux règles de pleine terre. Et donc, ce sera la dernière question. Au regard des résultats du sondage, eh bien, nous nous retrouverons le 2 décembre pour le 2 décembre à l'après-midi pour le dernier webinaire d'actualité droit de l'urbanisme de 2021, puisque nous espérons le reprendre en 2022. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.